Il est 8h16 sur Europe 1, place à l'interview politique. Et ce matin, Antoine Janton, vous recevez Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Emmanuel Macron dit que la France n'est pas un pays réformable et que les Français n'aiment pas les réformes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je ne suis pas certain que les Français détestent les réformes. Je suis sûr qu'ils détestent les réformes qu'on ne leur explique pas. Ils ont besoin... Ils sont souvent dans la rue, les Français, quand même. Mais ce n'est pas de l'immobilisme, ce n'est pas du conservatisme. Ils ont besoin, je pense, qu'on leur indique un sens, qu'on marque une direction et qu'on explique comment ce pays, qui est le pays de la liberté, mais aussi le pays de l'égalité et celui de la fraternité, peut combiner l'efficacité économique et la justice sociale. Moi, je pense qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire. Je pense que ce pays a besoin de changer beaucoup ses réformes économiques et sociales. De se transformer, comme dit Emmanuel Macron ? C'est la formule du président de la République, de se transformer, changer en profondeur en tout cas, pour être une économie qui soit plus compétitive, mais en même temps pour faire reculer les inégalités. C'est ça, c'est cette combinaison d'efficacité économique et de justice sociale que j'évoquais, qui est d'ailleurs aussi la signature de l'Union européenne telle que je la souhaite. Bref, moi je pense que oui, il faut réformer la France, mais qu'il faut avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie, donner un sens, écrire un récit. Et si transformation il y a, il faut dire laquelle et vers où l'on va. C'est ce que les Français attendent du président de la République. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu. Et c'est pour ça qu'il va reprendre la parole comme il le laisse entendre à quelques journalistes ces dernières heures. Ça, c'est plus à vous que cela s'adresse, cette question. Mais je pense en effet que si le président de la République s'exprime, indique aux Français quel est le cap, marque la direction, dit comment il entend réformer le pays, ça ne peut être que bienvenu. Les réformes, justement, parlons-en Pierre Moscovici. C'est la fin des consultations sur celle du Code du travail aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à un consensus possible sur ce dossier ? La réforme du Code du travail est une nécessité dans tous les pays de l'Union européenne. Ce que j'observe comme commissaire chargé des affaires économiques, c'est que tous les pays qui ont réformé leur marché du travail voient le chômage baisser. Pas toujours la qualité du travail augmenter, mais le chômage baisser. Le travail est précaire, devient précaire. C'est ce que disent les opposants à cette réforme. C'est le risque des réformes du marché du travail qui ne sont pas des réformes équilibrées. Donc oui, il faut réformer le marché du travail. Jusqu'où ? Ça, c'est aux acteurs français, les acteurs publics, les acteurs sociaux de le déterminer. La définition que nous aimons à donner à Bruxelles, dans l'Union européenne, d'une bonne réforme du marché du travail, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire à la fois qu'il y ait une flexibilité du marché du travail, pour qu'on puisse y entrer facilement. Parce que c'est ça le problème, c'est les barrières à l'entrée. Quand un marché du travail est fermé, alors évidemment, le chômage continue à prospérer. Mais il faut aussi de la sécurité pour les travailleurs. Et j'ajoute, puisqu'on est en France, un pays qui, c'est vrai, a besoin, oui, je reste un homme politique français, ancien ministre, mais ce pays a aussi besoin de dialogue social. Donc, c'est du bon équilibre entre la flexibilité, la sécurité pour les travailleurs, la qualité du dialogue social, que dépendra la capacité du gouvernement à créer un consensus, au moins relatif, en tout cas majoritaire, autour de cette réforme qui est très attendue. Il a beaucoup été question de dialogue social au début du quinquennat de François Hollande. Il en est encore beaucoup question aujourd'hui. Est-ce que la méthode utilisée par Emmanuel Macron est la bonne selon vous ? Ce que j'observe, c'est un commentaire que je fais à la lecture de la presse ou par le dialogue avec certains responsables, c'est que oui, il y a eu une concertation. Et ça, c'est très important, parce que de la concertation naît la conscience des problèmes, des attentes des uns et des autres. Et cette concertation, elle ne doit pas être formelle, elle doit être entendue. C'est ce que je crois tout le monde attend. François Hollande a critiqué la politique d'Emmanuel Macron cette semaine en marge d'un déplacement à Angoulême. Vous qui avez été son ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques ? C'est compliqué la parole d'un ancien président de la République. Il faut d'ailleurs s'habituer, puisqu'il y en a 4 qui sont en vie, et ce sont des hommes qui quittent souvent le pouvoir relativement jeunes. Il a mis en garde contre un risque de rupture sur le marché du travail. La parole présidentielle, elle doit être utile au pays, utile aussi aux successeurs, et elle doit être utile à la famille politique dont est issu l'ancien président, qui l'a amené à la victoire par définition, et parfois aussi d'ailleurs conduit à la défaite. Et donc je pense que François Hollande réfléchit, je le connais, à comment être utile, c'est-à-dire à comment éclairer, comment inspirer. Qu'est-ce que ça veut dire être utile ? Être utile, ça veut dire avoir une parole d'intérêt général, savoir une parole qui éclaire et qui inspire, et pas une parole qui gêne. Et ça, je pense que c'est toute la difficulté de l'exercice. Ça vaut pour le président de la République, ça vaut aussi pour sa famille politique. Je suis socialiste, je le reste, je constate que ce parti a subi une défaite historique lors des élections de 2017, et il faudra à la fois réhabiliter
ce qui doit l'être dans le bilan de François Hollande et aussi faire l'examen de ce qui n'a pas marché, sans quoi on ne peut pas aller vers l'avenir. Et donc, moi, je pense que cette parole utile, ça doit être une parole éclairante, une parole d'intérêt général. Elle a piqué au vif Emmanuel Macron, apparemment. Et aussi une parole qui soit celle d'un dialogue apaisé avec son successeur, parce que nul doute que François Hollande souhaite le succès d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron est le président de la République et le succès d'Emmanuel Macron, c'est le succès de la France. Et donc il faut vraiment que tout ça trouve sa place. En tout cas, on sait qu'il n'est pas retiré de la vie politique, ce qui n'est pas une surprise. Tous les présidents de la République, les anciens présidents de la République, restent des voix écoutées. Aucun n'a retrouvé le pouvoir par ailleurs. Vous allez publier un livre d'ailleurs en octobre sur le dernier quinquennat. Un peu plus tard qu'octobre, mais j'y travaille, oui, tout à fait. Bon. Pas seulement sur le quinquennat, sur l'avenir. Mais effectivement, il faut avoir cette vision de ce qui s'est passé, le pour, le contre. Emmanuel Macron termine sa tournée européenne consacrée entre autres au travail détaché. Pierre Moscovici, il veut vite revoir les textes européens qu'il accuse de trahir l'esprit européen. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce point ? D'abord, première chose, je trouve très bien que le président de la République française aille dans l'Europe de l'Est. Moi, je suis issu d'un père d'origine roumaine, d'une mère polonaise. Roumanie, Bulgarie, Autriche. Voilà. Et je sais que dans ces pays, il y a une attente de France formidable qui n'a pas été totalement satisfaite. Et il ne faut pas négliger cette nouvelle Europe qui fait partie de l'Europe tout entière. Après, sur le fond, la Commission européenne est d'avis que la liberté de circulation, qui est une des grandes libertés de l'Europe, doit aller de pair avec le combat contre le dumping social. Et donc nous avons, dans la proposition de directive que nous avons présentée, un mot d'ordre qui est à travail égal, salaire égal. Et pour ça, on a besoin d'avoir le soutien des pays membres. Moi, je me réjouis que la France soit engagée dans cette démarche. Après, il ne faut pas se cacher qu'il y a des différences à l'Est et à l'Ouest de l'Europe. La Pologne est contre. Et pas seulement la Pologne. Le président roumain, hier, avait un accord plus mitigé que les homologues tchèques et slovaques. Moi, ce que je crois, c'est qu'un compromis sur ce texte est nécessaire, qu'un compromis sur la base de la proposition de la Commission, on peut aller plus loin, légèrement, et à portée de main. Et je souhaite que ce compromis intervienne rapidement. Ce que je souhaite, c'est que... Avant la fin de l'année, comme le souhaite Emmanuel Macron. Absolument. Il y a un pays qui s'appelle l'Estonie, qui est d'ailleurs un pays de la nouvelle Europe, qui préside l'Union européenne. Je souhaite qu'on puisse avoir un accord sur une nouvelle directive en matière de circulation des travailleurs détachés, qui assure ce principe à travail égal, salaire égal. Après, le diable est dans les détails. Il faut que chacun fasse des efforts. Un compromis, par définition, suppose que chacun écoute les positions de l'autre et qu'elles se rapprochent. Il y a un mot qu'on entend beaucoup quand on parle d'économie en Europe, dans ce dossier notamment, c'est celui d'harmonisation, harmonisation sociale. Est-ce que vous croyez à cela, compte tenu des différences qui existent entre les pays de l'Union européenne ? Je crois qu'il ne faut pas bercer les Français d'illusions sur ce sujet. L'harmonisation sociale, et d'ailleurs l'harmonisation fiscale, ce sont des matières extrêmement compliquées, parce que pour y parvenir, il faut qu'il y ait unanimité à 28. Et par définition, les uns et les autres, la France aussi d'ailleurs, a tendance à défendre son modèle social. Donc je crois plus à la convergence sociale, je crois plus à un socle social commun qu'à une vraie harmonisation sociale. Mais en matière fiscale, mon but, parce que je suis commissaire à la fiscalité, c'est de lutter contre le secret, de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et de permettre, oui, une forme d'harmonisation fiscale qui contribue à l'harmonisation sociale, qui est la suivante. Il faut que les entreprises multinationales payent leurs impôts là où elles créent des profits et de la richesse. Ça aussi, c'est un mot d'ordre très fort. Là, vous parlez des géants du net. Il n'en paie que très peu, ces géants du net en France, en tout cas par des artifices qui sont légaux. Il faut le rappeler, 100 000 € pour Airbnb l'an dernier, alors que la France est son deuxième marché dans le monde. La réponse est-elle française ou elle est forcément européenne ? Elle est forcément européenne. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Donc il faut en effet, là pour le coup, une harmonisation de quoi ? Une harmonisation de la base fiscale. C'est ce qu'on appelle une assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. C'est une proposition que j'ai faite. Elle est sur la table. Là aussi, il faut aller vers un compromis. Ça prendra un peu plus de temps que d'ici la fin de l'année, mais il faut avancer absolument. Bruno Le Maire veut aller vite. Quel est le principe ? Quel est le principe ? Encore une fois, c'est ça. C'est une entreprise multinationale doit payer ses impôts là où elle fait des profits, avec une assiette commune et consolidée, une vraie harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Plus question de jouer au bon taux et de transférer dans un pays B les profits qu'on fait dans un pays A pour échapper à l'impôt, parce qu'il y a des différences d'impôts entre les uns et les autres. Bruno Le Maire, j'en parlais, ministre de l'économie, demande une juste imposition, une harmonisation du taux d'imposition sur les sociétés. Vous semblez dire que c'est une proposition qui est assez irréaliste. Non, je pense qu'il peut y avoir convergence, il peut y avoir rapprochement, mais
il n'y aura pas unicité du taux d'impôt sur les sociétés. Si j'étais invité ce matin sur une radio irlandaise, on m'expliquerait que la souveraineté de l'Irlande l'autorise à avoir un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5% et personne n'a les moyens de l'empêcher. En revanche, rapprocher les taux d'imposition et surtout rapprocher l'assiette de l'imposition et avoir aussi une consolidation des bénéfices, voilà la démarche de la Commission européenne, la mienne. Il nous reste quelques secondes, Pierre Moscovici. Dernière question. La France ne respectera pas ses engagements budgétaires encore une fois cette année pour la 10e fois d'affilée. Son déficit devrait représenter au moins 3,2% du PIB. Est-ce qu'elle va être sanctionnée ? La France va respecter ses objectifs budgétaires. Moi, j'ai là-dessus un message de confiance, d'encouragement, d'exigence. La France s'est engagée à faire 3% en 2017. Vous croyez à la parole de la France ? Je le crois totalement. Je crois que cette parole... Parce que pensent les institutions qui sont chargées d'examiner son économie. Ah non. Elle ne le fera pas spontanément, mais avec les efforts budgétaires complémentaires qui sont faits, nul doute qu'elle y parviendra. Et 3% d'ailleurs, ça n'est pas une cible, ça n'est pas un objectif, ça doit être une limite. Et donc, je souhaite que non seulement elle soit à 3% en 2017, mais qu'elle descende bien en dessous dans les années qui viennent, comme les autres. Savez-vous quel est le niveau moyen des déficits dans l'Union européenne ? 1,3%. Avoir 3%, c'est pas un titre de gloire, ça signifie simplement qu'on continue à s'endetter, et s'endetter, c'est s'appauvrir. La dette publique, voilà l'ennemi. Pierre Moscovici, optimiste donc ce matin sur Europe 1, commissaire européen chargé des affaires économiques et de la fiscalité. Merci et bonne journée. Merci à vous.